Je voudrais vous présenter un peu notre projet concernant le don de cerveau pour la recherche. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que une banque de cerveau est importante au Luxembourg et pourquoi on a besoin des tissus pour faire de la recherche translationnelle? Premièrement, il y a à peu près 25% de la population qui sont concernés par une maladie du système nerveux pendant leur vie. Alors, ça veut dire un quart de notre population souffre au moins une fois pendant la vie d'une maladie qui concerne le cerveau ou la moelle épinière. Et avec l'âge, ces maladies sont encore plus fréquentes. Et surtout, les maladies neurodégénératives, comme vous savez bien, les plus fréquentes, ce sont la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et euh, avec l'économie qui est ouais, euh, beaucoup mieux en Europe centrale, je voulais dire, les gens deviennent de plus en plus âgés et un des facteurs de risque principaux de souffre d'une maladie neurodégénérative, c'est lié à l'âge. Alors, parmi les gens de 90 ans, il y a déjà plus de 15, parfois 20% qui souffrent d'une maladie neurodégénérative. Et notre recherche translationnelle ne peut être effectuée qu'avec des échantillons humains qui sont vraiment bien standardisés pour faire, après la validation des données expérimentales obtenues dans des cultures cellulaires ou des expérimentations animales. Juste pour brièvement expliquer un peu de quoi il s'agit si on parle de la recherche translationnelle. La recherche translationnelle, ça veut dire qu'on trouve quelque chose dans la recherche fondamentale, recherche basique, où on travaille avec des cellules ou des souris, par exemple, et on veut après savoir si les données qu'on a trouvées dans la recherche fondamentale sont aussi valables dans le tissu humain. Alors pour vraiment vérifier si on peut faire la translation de la recherche fondamentale à la recherche clinique plutôt. Et après, la corrélation clinique pathologique peut être effectuée avec certitude que si les tissus humains sont disponibles. Actuellement, on a encore très peu de tissus au Luxembourg, mais on a, avec l'aide du professeur Heiko Krüger et l'équipe du CHL et l'IBPL, alors notre réseau de collaborateurs, on a réussi d'obtenir l'accord du CNER, alors l'organisme qui s'occupe des questions d'éthique, et on a pu commencer l'année passée à, à commencer la collection des premiers cerveaux dans notre banque de cerveaux Luxembourg. L'objectif de cette étude, c'était de collectionner des échantillons de cerveaux malades ainsi que des cerveaux normaux pour après faire la comparaison entre les structures bien standardisées dans le cerveau qui sont affectées par la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, et de vraiment trouver les différences par rapport aux cerveaux normaux. Un autre objectif, c'est d'établir un programme bien structuré pour l'échantillage des tissus congelés et aussi des tissus incluant paraffine, selon des standards internationaux. Alors, je crois que c'est pas la peine de réinventer des programmes ou des protocoles qui ont été établis ailleurs déjà auparavant. Alors, nous, on a décidé de faire le lien avec des groupes de recherche, surtout en Angleterre et en Allemagne, où il y a déjà des collaborations et de travailler selon les mêmes standards, aussi pour après peut-être travailler ensemble sur certaines études. Aussi, quand je suis venu au Luxembourg, il n'y avait pas du tout de diagnostic neuropathologique. Alors, ça concerne pas seulement le diagnostic neuropathologique des maladies neurodégénératives, mais aussi la pathologie tumorale, les maladies nerfs musculaires. Là, il y avait aussi un besoin
d'avoir un diagnostic neuropathologique, et c'est pour cela que qu'on a recruté à l'époque, mais aussi maintenant on se focalise plutôt sur le diagnostic neuropathologique en ce qui concerne les maladies neurodégénératives dans cette présentation. Après, ce qui est aussi très important, de vraiment contrôler un petit peu la distribution des échantillons, et on se mit en accord de créer un comité d'experts avec des gens du CHL, des gens de l'université, du LNS, pour vraiment bien contrôler ce qui se passe avec ces tissus, hein, qu'on contrôle un petit peu la distribution des échantillons, qu'on regarde les demandes des chercheurs, ouais, qu'on vérifie si les projets font sens, ou s'il y a des soucis du point de vue éthique. Mais pour le moment, ça fonctionne très bien. On fait toujours une révision des demandes, mais en même temps, on essaie vraiment de distribuer à beaucoup de projets de recherche aussi après les échantillons. Où les prélèvements sont-ils effectués? Alors, la seule salle d'autopsie se trouve à Dudelange, au Laboratoire national de santé, où je me trouve actuellement dans ce moment. Et on partage la salle d'autopsie avec nos collègues de la médecine légale, le docteur Schuff et le docteur Schwark, qui sont responsables de l'unité. Alors, normalement, on a plus ou moins moitié-moitié. Alors, une moitié des autopsies sont des autopsies médico-légales, et l'autre partie, ce sont des autopsies médicales. Ouais. Et comme c'est la seule salle d'autopsie au Luxembourg, bien sûr, on a décidé aussi de ne pas réinventer quelque chose de nouveau pour cette étude, mais vraiment d'utiliser les structures qui sont bien établies. Alors, ça nécessite pour les participants de cette étude, ça nécessite aussi d'effectuer un transport du corps à la salle d'autopsie au LNS. Actuellement, juste pour rapidement présenter, actuellement dans mon département ou dans mon centre national, on a à peu près 100 collaborateurs. Parmi ces 100 collaborateurs, il y a des techniciens, secrétaires, biologistes, il y a 21 pathologistes, mais pour le moment, je suis le seul neuropathologiste, mais on est en train de recruter un ou une deuxième pour vraiment garantir qu'on peut effectuer les autopsies 365 jours par an, plus ou moins, peut-être les dimanches, mais après vraiment de garantir un service constant. On a dans mon service à peu près 200 000 patients par an qui sont répandus sur 130 000 cytologies et 70 000 histologies. Alors c'est un nombre énorme si on regarde la population du Luxembourg, qui est indiquée de 650 000 habitants, plus ou moins, mais on est aussi impliqué dans des programmes de dépistage. Alors, parmi les cytologies, on trouve beaucoup de cas de la cytologie gynécologique, ouais, où on fait le dépistage gynécologique, et parmi les histologies, il y a aussi beaucoup de biopsies, biopsie de l'estomac, biopsie de côlon, biopsie de la peau, des névus. Alors ça, le grand chiffre est aussi fortement lié au programme de dépistage, mais quand même il reste beaucoup de cas aussi avec des questions selon une pathologie tumorale ou une pathologie malformative. On a aussi des petits labos dans chaque hôpital au Luxembourg. C'est un réseau de télépathologie où on peut après communiquer directement avec les cliniciens, surtout les chirurgiens, mais il y a aussi quelqu'un de notre équipe qui travaille sur site. Alors, quel type de maladie veut-on
inclure dans notre étude, dans notre banque de cerveau. Alors surtout, on se focalise sur les maladies neurodégénératives, alors surtout la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, mais aussi s'il y a des personnes qui veulent faire un don de cerveau pour la recherche parce que on souffre pas seulement de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, il y a aussi d'autres maladies qui peuvent être intéressantes parce que peut-être il y a des différentes altérations qui sont vraiment spécifiques. Peut-être on trouve aussi des altérations communes entre d'autres maladies neurodégénératives et euh, comme la maladie d'Alzheimer Parkinson. Alors, juste pour nommer quelques-uns, des maladies qui sont très fréquentes, par exemple l'accident vasculaire cérébral et des maladies inflammatoires, la sclérose en plaques, les méningites. Les tumeurs cérébrales sont quand même assez rares. Les plus malignes, par exemple les glioblastomes, on a à peu près entre 2 et 4 par 100 000 habitants au Luxembourg. Alors, par an, on a ouais, 4 fois 6, on a à peu près 25-30 cas par an avec des tumeurs cérébrales malignes. Si on le compare avec les maladies neurodégénératives qui sont beaucoup plus fréquentes, on atteint des chiffres entre 100 et 200 patients par 100 000 habitants. Il y a aussi les troubles de développement, surtout chez les enfants, comme l'autisme. Il y a beaucoup de maladies psychiatriques aujourd'hui, comme les dépressions, la schizophrénie, où il y a un intérêt de faire la recherche, de trouver la cause, la racine de la maladie, mais aussi de trouver de meilleurs traitements. Des maladies métaboliques, des épilepsies et des maladies neuromusculaires ou nerfs musculaires. Et ainsi, et j'ai déjà mentionné qu'il nous faut des contrôles normaux corrélés à l'âge et au sexe des cerveaux qu'on veut échantiller pour notre banque de cerveaux qui est focalisée sur la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Ça, c'est juste pour vous montrer encore la communication entre les hôpitaux et le LNS. Là, il y a à gauche un pathologiste au LNS et à droite, il y a notre macroscopiste ou technicien au sein d'un hôpital au Luxembourg. Après, généralement, là, c'est maintenant après une autopsie, comment on prépare le tissu, mais c'est presque le même workflow pour faire une biopsie ou une résection. Alors, premièrement, il y a un échantillon qui est soit réséqué, soit on l'a échantillé pendant l'autopsie. Il faut surtout fixer les échantillons. On peut faire une fixation avec fixation chimique, par exemple, le formol, où on peut le fixer en congélation, par exemple. On fait toujours un examen macroscopique. Alors déjà là, on voit, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, on voit souvent une atrophie du cerveau, alors que le cerveau est plus petit qu'un cerveau normal, corrélé à l'âge et au sexe, bien sûr. Après, on fait surtout des petits prélèvements de 1-2 cm maximum. On fait une inclusion dans la paraffine. Après, on coupe les blocs au microtome. Ce sont des tout petits coupes de 2 à 3 microns. Après, il y a la coloration. Ce sont des réactifs qui donnent de certaines couleurs à la lame. Alors, c'est souvent bleu, ou rouge ou jaune, où on peut distinguer après les altérations du tissu normal. Alors, et à la fin, on fait bien sûr un diagnostic. Bon, c'était juste une petite introduction sur comment est le fonctionnement dans la pathologie. Maintenant, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut participer
à l'étude de notre banque de cerveau. Alors, premièrement, on peut demander de matériel d'information, surtout à l'équipe du NICEPD Donor Program, alors au CHL, ou s'il y a des questions spécifiques, on peut aussi avoir un entretien d'information avec moi, avec mon équipe au LNS, parce que parfois il y a plutôt des questions cliniques, ça on peut mieux poser à l'équipe de Raiko Kruger au CHL, mais s'il y a des questions plutôt spécifiques à l'autopsie, ou au diagnostic neuropathologique. Alors, c'est peut-être mieux de consulter moi personnellement ou mon équipe pour obtenir un peu plus d'informations. Après, on doit signer un consentement éclairé. À chaque moment, on peut aussi réviser ce consentement et on peut l'annuler. Après, on reçoit une carte de donneur, Spenderausweis. Et là, c'est indiqué qui doit être contacté en cas de décès. Alors, c'est très important d'indiquer quelqu'un avec un numéro qui est, bien sûr, qui devrait être joignable, parce que souvent, les gens, ils oublient après le décès, après la mort, et on peut bien comprendre ça. C'est pas le moment où on pense premièrement à la banque de cerveau. Ça, on peut bien comprendre, mais si c'est la volonté du patient, de la patiente, je trouve que c'est aussi important aussi de respecter la volonté et de vraiment essayer d'organiser avec, bien sûr, avec notre aide, le transport et après l'autopsie de notre côté, et que ça soit fait proprement. Alors là, c'est important d'informer vraiment la famille, les médecins qui sont autour de la personne concernée. Là, c'est juste pour montrer l'organisation, comment actuellement on a fait aussi les dernières fois pour les premiers cerveaux. Alors d'abord, on doit recevoir l'information soit de la famille, soit de l'hôpital, soit par les pompes funèbres aussi, alors qui contactent après la clinique de recherche de Parkinson, Parkinson Research Clinic, au sein du CHL. Et après, l'équipe de la Parkinson Research Clinic, ils nous informent et nous, on organise avec les pompes funèbres le transport du corps à notre département, alors au LNS, à la salle d'autopsie que je vous ai montré auparavant. Après, normalement, quand le transport arrive, dans un délai de 2, 3, 4 heures, on essaie d'effectuer l'autopsie pour qu'on puisse rapidement organiser le transport du corps aux pompes funèbres, parce que là, l'enterrement doit être planifié ou d'autres cérémonies. Et pour nous, c'est aussi très important que le corps ne reste pas trop longtemps détaché de la famille. Et c'est comme ça qu'on envisage de le faire. Et après, il y a deux axes. Il y a l'axe recherche, je voulais dire, où il y a des tissus congelés et des tissus en paraffine qui sont conservés pour des projets dans le futur. Mais en même temps, il y a aussi l'axe diagnostic. Alors, ça veut dire que mon équipe est responsable de d'abord produire des lames, comme je vous ai montré auparavant, des lames qui sont colorées et avec lesquelles je peux après poser un diagnostic neuropathologique. Si quelqu'un après nous demande d'avoir accès au tissu, on va réunir dans notre comité d'experts pour prendre une décision concernant l'usage du matériel pour la recherche. Là, on va un peu dans le détail. Alors, comment et quoi
et, et prélevé après. Ouais. Alors, nous, on applique un protocole du DZNE, c'est le Centre pour maladies neurodégénératives en Allemagne. Normalement, on prélève 3 petits échantillons congelés. On prélève aussi 16 régions standardisées fixées en formol, des tranches de cerveau congelées et, si possible aussi, des fragments de la moelle épinière. Là, c'est pour vous montrer, c'était un cas qu'on a effectué récemment. Alors là, vous voyez en rouge et bleu, à gauche en haut, des régions qui sont standardisées. Et là, on prélève pour le tissu congelé et pour le tissu fixé en paraffine pour avoir après la meilleure corrélation entre des cas que nous, on a prélevés et d'autres centres qui prélèvent selon le même standard. Ce qui est important, c'est aussi le contrôle de qualité des tissus et le diagnostic. Alors normalement, un diagnostic neuropathologique contient d'abord l'examen macroscopique. Alors ça veut dire, c'est le poids du cerveau, c'est la structure, la symétrie, et globalement, on peut dire dans une maladie neurodégénérative aussi déjà le poids est souvent inférieur au poids d'un contrôle normal, hein, standardisé bien sûr à l'âge et au sexe. Alors normalement, un cerveau pèse 1500 grammes plus ou moins. Et des fois, on a, dans la maladie d'Alzheimer, on a quand même aussi des cerveaux de 800 grammes, de 900 grammes qui pèsent après 500, 600 grammes moins qu'un cerveau normal. Après, le plus important, c'est l'examen microscopique. Et aujourd'hui, les méthodes cliniques et radiologiques sont déjà très très avancées. Alors, souvent, c'est juste la confirmation de notre côté, mais il y a aussi pas mal de maladies où on n'a pas une image claire du point de vue clinique, radiologique. Alors, il y a encore beaucoup de diagnostics différentiels. Euh, et c'est à nous après de définir, et c'est le seul moyen aujourd'hui de définir exactement de quoi il s'agit, si c'est vraiment une maladie d'Alzheimer ou si c'est une maladie de Parkinson ou c'est autre chose comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou une démence à corps de Lévy, par exemple. Et pour cela, pour ça, on a maintenant une méthode qui s'appelle immunohistochimie. C'est la détection des protéines qui sont euh, qui, qui font une agglutination dans des cellules nerveuses. Et là, on peut voir comme à droite, vous voyez l'alpha-synucléine, j'ai indiqué, c'est en brun. Là, il y a une accumulation de la protéine alpha-synucléine qui est bien connue dans la maladie de Parkinson, euh, où il y a des altérations. Et dans un cerveau normal, on ne devrait pas voir les accumulations de l'alpha-synucléine. Et pour nous, c'est une indication qu'il s'agit d'une synucléinopathie. Comme on disait, après, on discute avec aussi les cliniciens, la radiologie, et on fait une synthèse pour arriver au meilleur diagnostic. Par exemple, s'il s'agit vraiment d'une maladie de Parkinson ou d'une démence à corps de Lévy. On peut aussi faire des examens additionnels qu'on ne fait pas toujours, mais c'est la biochimie ou l'épigénétique, de trouver peut-être des mutations. C'est un peu plus rare, mais il y a quand même aussi des familles qui sont porteurs d'une mutation et où les maladies neurodégénératives sont un peu plus fréquentes que dans la population normale. Et finalement, il y a aussi la microscopie électronique. Là, on fait des coupes qui sont très très fines. Alors, on coupe à 30 à 40 nanomètres. Alors, c'est 1000 fois plus petit que ce qu'on voit sous un microscope standard que je vous avais montré auparavant. Ça, c'est un peu plus détaillé, juste pour les gens qui sont les plus intéressés. On a beaucoup de marqueurs maintenant. Là, j'ai déjà introduit l'alpha-synucléine pour la maladie de Parkinson, mais il y a beaucoup d'autres marqueurs comme l'ubiquitine, neurofilament, bêta-amyloïde, TDP43, qui sont vraiment
accumulées dans les cellules et après qui donnent des inclusions pathologiques, comme vous voyez à droite, dans, on s'appelle ça les corps de Lévy, où il y a une accumulation de ces protéines-là. Je voudrais aussi remercier mes collaborateurs, bien sûr, premièrement en interne, Dr Bouvier, Jean-Jacques Gérardi, Ziad Durakovic, qui s'occupe plutôt du workflow, de l'autopsie, du diagnostic avec moi. On travaille très proche avec nos collègues de l'IBBL, qui fait partie du Luxembourg Institute of Health, c'est le docteur Karapetian, technicien de project management, et aussi, surtout, et premièrement aussi l'équipe de Reiko Kruger, l'équipe clinique du CHL, qui s'en charge de l'éthique, de la communication, du consentement éclairé, et aussi surtout du traitement clinique, qui suivent vraiment très proche les patients. Et avec ça, je laisse encore une fois l'organisation, je vous les dire merci vielmals, merci beaucoup, vielen Dank, et je suis ravi de recevoir vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup. Peut-être une question générale. Qu'est-ce que tu vois dans le cerveau d'un patient avec la maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, par rapport des autres patients avec les maladies neurodégénératives? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu cherches? Ça peut peut-être aussi bien intéresser des patients. Ouais. Alors, d'abord, je cherche globalement s'il y a des altérations. Alors, j'essaie toujours de faire une approche non biaisée. Alors, parce que il y a aussi des gens qui souffrent de deux maladies. Alors, ils peuvent avoir un patient qui a la maladie de Parkinson, mais en même temps, il a peut-être la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ouais, c'est rare, mais s'il s'agit des patients âgés qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou Parkinson, alors ils peuvent aussi avoir des maladies mixtes, hein, on s'appelle ça. Alors, je cherche premièrement des inclusions pathologiques, comme j'ai montré auparavant. Alors, je peux retourner un petit peu à ça. Ouais. Alors là, à gauche, on voit un corps de Lévy. Ouais, c'est une structure qui est typique pour des synoclinopathies. Hein. Alors, juste pour expliquer au public, un neuropathologiste, comme il ne voit pas directement le patient vivant normalement, nous, on fait plutôt la classification selon les protéines qui sont soit mutées, soit accumulées. Et après, on fait le lien avec les informations cliniques et aussi avec la distribution. Juste pour vous expliquer la différence, par exemple, d'un patient qui souffre de la maladie de Parkinson et un patient qui souffre de la maladie à corps de Lévy. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson, il a plutôt des inclusions dans le tronc cérébral, alors de la substantia nigra, de la médula oblongée, et dans une démence à corps de Lévy, où les inclusions sont très très similaires, la distribution est différente. Alors là, on trouve surtout dans le cortex, alors dans le cerveau, plutôt en haut, je voudrais dire, ouais, les inclusions, et dans la maladie de Parkinson classique, on les trouve plutôt dans le tronc cérébral. Ouais. Mais parfois, il y a aussi des patients qui ont des inclusions qu'on voit plutôt dans la maladie d'Alzheimer, comme les plaques, les tangles, et on voit en même temps aussi des altérations qu'on voit normalement dans la maladie de Parkinson. Et là, il y a des classifications, il y a des critères qui ont été publiés quelques années, il y a quelques années. Et là, il faut vraiment après faire le compte et le bilan, et de dire est-ce que la probabilité maintenant est plus haute pour une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson. Mais pour répondre à ta question, alors premièrement, on fait une analyse globale, non biaisée, et après on fait la recherche plutôt des protéines accumulées dans des cellules, soit gliales, soit neuronales.
Mais c'est une bonne chance que tu avais mentionné cette distinction entre la maladie de Parkinson et la démence de Koralevi, parce que aussi par rapport voilà, des symptômes, aussi la réponse au traitement, etc., est assez similaire à l'un ou l'autre. Est-ce Hmm. que tu penses que c'est plutôt une maladie, mais qui est différemment distribuée, et ce sont vraiment deux maladies, parce que dans la classification, ce sont deux maladies complètement, voilà, complètement différentes. Hmm. Est-ce que tu penses, parce que aussi, voilà, du point de vue du pathologue, c'est un peu la même chose, mais seulement différemment distribué. Qu'est-ce que tu Hmm. penses? Oui, dans notre classification, c'est vraiment regroupé dans dans une classe. Alors la classe s'appelle synoclinopathie. Et dans les synoclinopathies, on a maladie de Parkinson, on a la démence à corps de Lévy, on a la MSA, la Multiple System Atrophy. On a plusieurs maladies qui sont regroupées ensemble parce qu'on pense, vraiment du point de vue neuropathologique, maintenant on pense qu'il y a un, un mécanisme qui est très similaire. Ouais. Maintenant, il y a de plus en plus aussi des publications qui disent que la maladie de Parkinson classique commence peut-être euh, euh, au côlon, ouais, ou à l'estomac, ouais, que c'est de la périphérie avec des nerfs périphériques ou des nerfs centraux aussi. Euh, là, les protéines toxiques accumulées peuvent vraiment donner une propagation, ouais, qui commence après, et comme je le disais, au côlon, mais après dans la moelle épinière, et après dans le tronc cérébral, et après ça augmente, ça augmente. Mais euh, on ne voit pas dans tous les cas cette distribution, comme tu disais correctement. Il y a aussi des cas qui démontrent vraiment les altérations plutôt au cerveau, au cortex, mais pas dans les zones qui sont un peu plus bas. Et là, on n'a pas compris pourquoi un patient, il démontre surtout les accumulations au niveau du tronc cérébral et un autre patient au niveau du cortex. Et c'est pour cela que je pense aussi que c'est très important d'avoir cette banque de cerveau pour faire entre l'équipe clinique, l'équipe radiologique et les pathologistes la corrélation et de mieux comprendre pour quelles raisons dans un patient la maladie commence plutôt dans le système nerveux central un peu plus bas et dans un autre dans le cortex. Hein. Oui, ça peut-être évoque cette hypothèse, ça peut être intéressant aussi pour les patients, qu'il y a une hypothèse que la maladie de Parkinson n'est pas vraiment une maladie, qu'il y a plusieurs subtypes qui ont voilà, une convergence qui semble un peu pareille, mais du point de vue du mécanisme, ce sont des autres maladies qui peuvent être causées plutôt voilà, par un trouble mitochondrial ou par un trouble lysosomal, etc., etc. Mais à la fin, ça qu'on voit, c'est la maladie de Parkinson, mais très probablement, la cause pour chaque subtype est différente. C'est aussi l'objectif de l'ICPD, de la recherche du centre ici au Luxembourg, que de bien stratifier, de bien voir ces groupes qui peuvent se qualifier voilà, pour le traitement voilà, dans l'avenir. Mm. Mais merci beaucoup.